peut éteindre la lumière. Rendez-vous les 16 et 17 novembre 2024 prochains au Théâtre d'Issingeau pour le congrès Altistoria. Un congrès 100% dédié à votre histoire locale. Au travers de plusieurs thématiques, tables rondes, conférences, stands littéraires, venez découvrir les différents pans de votre histoire locale. Conflit entre paysans et forestiers au XIXe siècle, la formation fascinante des Suquis-Saint-Gelais, l'histoire de milliers de réfugiés qui ont gagné les terres altiligériennes durant les Premières et Secondes Guerres mondiales, les doléances des altiligériens durant la Révolution française, mais aussi l'histoire terrifiante de la bête du Gévaudan au XVIIIe siècle. Légendes, croyances populaires, dames blanches, loups-garous, tous les pans de votre histoire locale altiligérienne seront à... Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur la bête du Gévaudan. Alors le plateau est bien plein cette fois, on a pas mal d'intervenants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter dans un premier temps en vous donnant leur nom. Hop. Bernard Soulier, dans un premier temps. Bonjour Bernard. Bonjour. Bernard, tu es membre du Centre d'Histoire Sociale de Haute-Loire. Tu es également le président de l'association Au Pays de la bête du Gévaudan, qui est située sur Auvers. Tu es instituteur à la retraite, écrivain. Tu défends la réalité historique de la bête. Voilà, ton association est située à Auvers, dans l'ouest de la Haute-Loire. Tu as également écrit plusieurs livres sur la bête et tu es souvent sollicité pour parler de cette affaire que tu connais bien. Pierre-Antoine Courouble, si tu es juste à côté de moi, je m'enlève. Bonjour. Bonjour Pierre-Antoine. Pierre-Antoine, tu es passionné par l'affaire de la bête depuis ton plus jeune âge. Tu es à l'origine d'un colloque organisé sur le sujet qui s'est tenu le 24 juillet 2022 à Saint-Étienne-de-Lugtarès, avec Jean-Claude Bourré comme invité. Tu as conduit notamment une randonnée sur le site précis où fut dévorée la petite Jeanne Boulet, qui est la première victime officielle de la bête. Tout à fait, il reste encore des vestiges sur place. On en reparlera tout à l'heure. Tu es aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, notamment le procès de la bête du Gévaudan, en collaboration avec M. Bourré, qui a signé la postface aux éditions Saint-Merlin. Manuel. Bonjour Manuel. Bonjour. Tu es un ferveur défenseur du loup, fondateur d'Alliance avec les loups et porte-parole de l'Observatoire du loup. Tu as également écrit un ouvrage sur le loup et 3 sur la bête du Gévaudan. Une trilogie. Tu as fait l'objet de plusieurs documentaires sur le loup et sa présence en Haute-Loire. Tu as intervenu dans l'émission Altistoria, le cas de la bête du Gévaudan, pourquoi la thèse du loup n'est pas crédible. Patrice, bonjour Patrice Ray, bonjour. Tu es directeur du musée des croyances populaires du Monestier sur Gazeille. Tu es intervenu dans l'émission Altistoria sur les légendes en lien avec le loup et les loups-garous, plus précisément la lycanthropie. Et tu as pu évoquer la place de la bête dans les croyances altiligériennes locales. On y reviendra aussi tout à l'heure. Vous l'avez compris, nos 4 intervenants, ils ont 4 axes différents d'aborder le sujet. Donc ça devrait être passionnant pour répondre à cette question qui est assez complexe. La bête du Gévaudan, entre mythe au pluriel, réalité au singulier, qui était-elle vraiment? Alors c'est qu'on oublie un peu, on en parle moins. Il y a l'abbé Bourchier, on y reviendra, hein, qui quand même écrit un ouvrage, publie un ouvrage à la fin du 19e siècle, mais globalement, on en parle beaucoup moins. Et ce n'est qu'en 1970 que celle-ci réapparaît au grand jour. Alors j'ai envie de vous demander pourquoi, après 150 ans d'oubliette, si je puis dire ainsi, pourquoi est-ce que la bête du Gévaudan elle revient au goût du jour comme ça en 1970, qui la remet au goût du jour et pourquoi? Alors, on m'entend, oui, c'est bon. Ça a été remis au goût du jour à la suite du livre qu'a publié Gérard Menatori, qui était le fondateur du parc à loups du Gévaudan et qui était un ardent défenseur des loups. Alors lui, il a écrit un bouquin sur la bête, et lui, il a dit, la bête, c'était pas un loup, ça n'a pas pu être un loup. Parce qu'il a dit, le loup n'attaque pas l'homme, lui, il connaissait le loup, et il a dit aussi, le loup n'a jamais attaqué l'homme dans l'histoire, donc ça ne pouvait pas être un loup d'après lui. Hein. Et donc, puis c'était pas un loup, il a bien fallu trouver d'autres identités à la bête. Alors lui, il a essayé d'en trouver une, il a parlé de hyène, etc. Et après, c'est après la publication de ce livre de Menatori que les théories se sont enchaînées, qu'il y a eu tout un tas de théories sur la bête.
Alors on a eu tout, un peu de tous les animaux de la création qui ont été évoqués. Alors justement, il y a un autre élément important. C'est, à l'ORTF, il y a une série qui s'appelle le Tribunal de l'impossible. Et Yves-André Hubert va réaliser un film extraordinaire en noir et blanc. Et ça date du 3 octobre 1967. Et puis on est dans cette période, la fin des années 60, où on s'intéresse au fantastique et où la presse développe beaucoup de faits divers. Et la bête du Gévaudan, c'est le premier grand fait divers européen au moment de l'apparition des gazettes et des courriers à travers l'Europe et le monde. Et dans ces années-là, Alain Decaux, qui fait une émission en 1971, si ma mémoire est bonne, et qui va après publier l'intégralité de son émission. alors les faits de la bête se produisent entre 1764 et 1767, durant 3 ans. Ils commencent vers Langogne, puis ils se dirigent vers Auvers. J'ai envie de te demander à toi, Bernard, puisque tu es de la région d'Auvers, tu vis là-bas une partie de l'année, est-ce que tu peux nous décrire les zones géographiques de l'époque? Est-ce que le paysage était similaire ou est-ce qu'on était sur une zone géographique totalement différente? Alors, le relief, il n'a pas changé. En 260 ans, le relief est resté le même. Ce qui a beaucoup changé, par contre, c'est la couverture végétale. Souvent dans l'imaginaire des gens, les attaques de bêtes, c'était dans les forêts profondes autrefois. Eh bien, c'est pas du tout, parce que si on regarde la carte de Cassini, qui est une carte qui a été faite dans les années 1760, on s'aperçoit qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de forêts que de nos jours. Beaucoup moins. Le couvert forestier était beaucoup moins important, c'était environ 30% du territoire, alors que de nos jours, c'est quasiment 70%. La bête, en fait, elle n'attaquait pas, elle pouvait attaquer dans la forêt, mais principalement, la plupart des attaques de cette bête du Gévaudan, c'est dans les prés, dans les pâturages, quand les jeunes garçons et filles gardaient les vaches dans des endroits découverts, elle attaquait en fait. Voilà la principale chose qui a changé depuis l'époque. En termes de climat, c'est assez actuel. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique. Donc, on suppose qu'il a changé, mais est-ce qu'il a vraiment varié énormément en 250 ans? Alors, au niveau du climat, il n'y avait pas encore le réchauffement climatique, bien sûr, puisqu'on n'avait pas inventé l'automobile et tout ça. La caractéristique, c'est qu'il y avait quand même des hivers très marqués à l'époque. On a des documents qui nous parlent d'hivers très, très rudes, très longs, des saisons beaucoup plus marquées que de nos jours. Ça, c'est une chose qui est évidente. Maintenant, c'était pas tous les hivers non plus, parce que par exemple, en 1765, on a une attaque qui se produit le 12 janvier 1765 sur 7 enfants qui sont en train de garder les vaches. Donc, s'ils gardaient les vaches le 12 janvier, c'est qu'il n'y avait pas de neige à ce moment-là. Et comme ils avaient très peu de foin, les paysans de l'époque, ils essayaient de sortir leurs vaches dès que c'était possible. Et le 12 janvier, cette année-là, ça a été possible. C'est la fameuse attaque de Jacques Portefeuille. Voilà, c'est la célèbre attaque de Jacques Portefeuille et de ses 6 camarades qui ont réussi à se défendre de la bête. J'ajouterai un détail topographique important, c'est qu'à cette époque, il y avait de nombreux marécages, on nommait à l'époque des fondrières. Dans le nord de la France, le vocable est différent, c'est une molière, et c'est ce qui a permis à la bête d'échapper à découvert aux hommes maintes fois. Oui, d'ailleurs, ces fondrières ont posé problème des fois aux chasseurs aussi, puisqu'on a un célèbre épisode où les envoyés du roi se sont embourbés par la faute des Chastel apparemment, et ils ont eu beaucoup de mal à s'en sortir, ce qui a amené d'ailleurs à mettre les Chastel en prison. Alors justement, pour reparler de l'histoire telle qu'elle est, les faits ils commencent en 1764. Donc en 1764, on a du moins, en juin, les premiers registres qui parlent de bêtes. 1763. 1763. Alors justement, on pourra revenir ensuite avec les dates. 1763, 1764. Alors du coup, ma première question, est-ce qu'on est sûr sur la date? Si oui, alors, la première victime officielle, c'est le 30 juin 1764. Donc la bête commence ses méfaits au printemps 1764. Et 1763, il y a eu des méfaits d'une bête apparemment du côté du Dauphiné, donc plus à l'est. On n'est pas sûr que c'est la même alors. C'est ça, non, il n'y a aucune certitude que ce soit la même ou pas la même. Patrice, c'est toi qui as dit 1763. Oui, non, parce que c'est un moment où il y a plusieurs attaques de bêtes, et parce qu'il n'y a pas que la bête du Gévaudan en fait, il y a eu des bêtes
On y reviendra après, ouais, sur Voilà, les attaques navales. dans différents secteurs. Pourquoi est-ce qu'en 1764, tout d'un coup, à l'été, il se met à y avoir des attaques, Pierre-Antoine? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui explique l'arrivée soudaine de ces attaques? Alors, si tu demandes mon opinion ou celle que j'ai trouvée dans les livres, moi j'ai essayé, je voudrais juste te dire sur cette question, moi j'ai mon premier ouvrage qui m'a donné la passion de la chose, j'avais 16 ans, c'est La Belle Chevalier, hein, ce fameux livre sur la bête du Gévaudan, dont on ne sait pas si c'est un roman ou un ouvrage historique. Après j'en ai lu un certain nombre, et ce qui m'a frappé beaucoup dans la lecture de ces ouvrages, de tous ces auteurs, c'est d'abord, il y a tu disais tout à l'heure Bernard, il y a toutes les créatures de la création qui ont défilé au Gévaudan, et il y a aussi toutes les théories qui ont défilé au Gévaudan. Tout à l'heure, M. Ray faisait allusion au fait qu'il y a eu d'autres bêtes. Oui, il y en a eu 5-6. Hein. Il y a eu la bête du Lyonnais, il y a eu la bête de Nevers, il y a eu la bête du Dauphiné, il y en a eu plusieurs. Ce qui fait la spécificité de la bête du Gévaudan, c'est le nombre de victimes. Ça, c'est le championnat du monde. La durée. Pendant 3 ans, au moins, cette bête a sévi. Et les moyens mis en œuvre pour essayer de l'attraper, de l'éliminer, où on a fait des battues gigantesques qui n'a jamais existé ailleurs dans le monde. Réunir 40 000 soldats, chasseurs, paysans pour chasser en vain une bête qui leur échappe toujours. Et puis moi, ce qui m'a toujours frappé dans mes lectures, parce que je ne peux parler que de mes lectures, excusez-moi, c'est que les auteurs parlent de la bête en général, mais on ferait mieux de parler des bêtes du Gévaudan. C'était évident qu'il y en avait plusieurs. Peut-être 3, 4, on ne sait pas. En tout cas, elles n'étaient pas uniques, parce qu'il y a eu des bêtes qui se sont fait tirer dessus, qui perdaient tout leur sang, et le lendemain ou sur le lendemain, on la voyait galoper ailleurs. Une qui a eu le groin fendu par une hache, et puis après, on la voyait en parfaite santé ailleurs. Donc, il y en avait plusieurs. Donc, pour répondre à ta question, c'est pas simple. Pourquoi tout d'un coup c'est apparu? Selon la théorie dans laquelle tu te places, tu auras des réponses qui ne seront pas les mêmes. Si c'est une bête sauvage, prenons Jean-Claude Bourret. Jean-Claude Bourret, j'aime beaucoup Jean-Claude, mais enfin, j'avais du mal avec sa théorie. Je le lui ai dit, je lui ai dit, écoute, une bête, un animal de guerre qui traverse toute l'Europe centrale pour venir aux Gévaudan en rampant et en passant par les ponts, ça me paraît peu crédible. Il m'avait répondu, mon ami Pierre-Antoine, tu es une nouvelle victime de la bête du Gévaudan. On dit, ah bon, pourquoi? Ton imagination était mordue par elle et te voilà parti dans tous les chemins de traverse. Alors, je ne sais pas si mon imagination était partie dans les chemins de traverse, mais ce qui est certain, c'est quand on étudie le sujet avec rationalité, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé dans tout ce que j'ai pu lire chez les théoriciens de la bête, c'est qu'ils ont une tendance à recourir trop facilement à ce que j'appelle, moi, le rasoir d'Occam. Tu sais, c'est cette théorie de ce franciscain du XIVe siècle pour qui la meilleure solution est la plus simple. Alors oui, on accuse le loup, c'est simple. Oui, mais sauf que ça ne colle pas. Il y a des tas de détails qui ne collent pas. Ah oui, mais non, c'est un homme qui est derrière, qui est un sadique, un tueur. Ah oui, mais là aussi, ça ne colle pas. Et en fait, toutes les pistes que moi j'ai pu essayer de recenser dans le livre Le procès de la bête, on se rend compte que, prises isolément, aucune n'est pleinement satisfaisante. Donc, excuse-moi, je te fais une réponse qui n'est pas très pertinente, peut-être à ta question, mais je ne peux pas te répondre tel que par rapport à la réalité de ce phénomène. Dans quelle perspective on se met? Une bête sauvage qui surgit tout d'un coup? Une bête qui s'est baladée dans toute la France? Quelqu'un qui manipule la bête pour se venger? Parce que les théories sont nombreuses sur la bête du Gévaudan. On sera tous d'accord pour le dire. Et justement, c'est super parce que ça anticipe ma prochaine question. Donc ça veut dire que tu as très bien répondu, Pierre-Antoine, concernant l'identité. Alors, l'identité de la bête, tu viens de le dire, il y a eu beaucoup de théories. De nombreuses théories. La première étant celle du loup. Justement, Manuel, je me tourne vers toi. Toi, tu es convaincu de l'innocence du loup dans cette affaire. Qu'est-ce qui peut, selon toi, innocenter fermement le loup dans cette histoire? Moi, mon travail, c'est inscrit sur les documents d'archives. Maintenant, ils sont en ligne sur Internet la plupart du temps, mais à l'époque, non. Pourquoi ce ne serait pas un loup? D'abord parce que les différents témoins décrivent un phénotype de la bête qui ne correspond pas à celui du loup. Et je vais prendre le cas du capitaine Duhamel, ou le cas particulier d'un des frères Gouni qui fait le voyage de Saint-Flour à Langogne et qui est attaqué par un bête. Les deux vont décrire un animal, alors pour des raisons différentes et de différentes manières. Gouni, il se bat avec la bête, donc il la voit de près, il lutte avec elle et vont ressortir des caractères très précis. Elle est de couleur roussâtre,
Elle a les pattes à l'avant fort grosses, beaucoup plus grosses que les chiens, une gueule énorme et une raie noire sur le dos. La description du capitaine Duhamel, elle est plus fantasmagorique dans la mesure où il craint la disgrâce du roi. Donc le capitaine Duhamel, il décrit un animal de façon précise, il va le représenter par un dessin qui va être perdu. Et l'animal, il le décrit de la façon suivante. Cet animal est de la taille d'un taureau d'1 an, les pattes aussi fortes que celles d'un ours, pourvues à chacune de 6 griffes de la longueur des doigts. Donc il faut traduire le texte. C'est-à-dire qu'on est à une époque où Buffon commence à représenter les animaux les plus exotiques à travers le monde, mais on ne les a pas tous découverts. Le but du capitaine Duhamel... Buffon qui est le naturaliste du roi. Oui, c'est le naturaliste le plus connu du 18e qui va commencer à représenter les girafes. Il décrit un animal qui n'existe pas pour prétendre échapper à la disgrâce du roi, puisqu'on ne peut pas vérifier que cet animal n'existe pas. Cependant, lors de la battue du 22 décembre 1764 au Petit Versailles du Gévaudan, il manque la bête et il précise qu'elle est de couleur roussâtre, qu'elle a une tache blanche sur la poitrine. Cette tache blanche sur la poitrine, on va la retrouver dans le rapport du notaire marin sur la bête tuée par Jean Chastel. Donc on a, si vous voulez, une trilogie de témoignages très précis sur l'aspect de la bête, une trilogie qui regroupe la tache blanche sur la poitrine dès 1764, dont on a la forme dans le rapport du notaire marin, qui est fait par 2 chirurgiens et un médecin, qui a une forme de cœur. On a les pattes fort grosses à l'avant de la bête, le corps levretté et la queue touffue comme celle du loup à l'arrière. Tout ça se retrouve dans le rapport du notaire marin, mais aussi dans la description de Gouni et de ses frères, qui voient la bête de près. Il y a une chose sur laquelle je voudrais beaucoup insister, c'est que si on se réfère aux archives, il n'y a aucune attaque concertée, c'est-à-dire 2 bêtes sur une personne, et aucune attaque simultanée. C'est-à-dire une attaque qui a lieu à 10h du matin, et une autre à 20 km de là, à une dizaine de lieues, une douzaine de lieues, à peu près à la même heure. Donc on est sur un animal qui divague et qui se réfugie sur des sommets. Les monts des Trois Seigneurs, c'est le secteur de l'affaire de la petite Jeanne Boulet, au début de l'affaire, en Ardèche, et puis ça se terminera sur le mont Mouchet, le mont Chauvet, le mont Grand, c'est le triangle d'or de la bête du Gévaudan à la fin de l'affaire. Donc, pour moi, ces 2 éléments clés dont on n'a pas réussi à prouver le contraire, pas d'attaque concertée, pas d'attaque simultanée, un animal qui a les yeux couleur cinabre, dans le rapport du notaire marin, c'est rouge, qui a une formule dentaire qui ne correspond pas à celle du loup. Les canidés ont 42 dents, et la bête, elle a des molaires qui se subdivisent en 2 parties, ce qui fait qu'à l'époque, on va croire qu'elle a 44 dents, mais en fait, elle a aussi des incisives qui ne correspondent pas à celles du loup. C'est des éléments clés, parce que le loup répond à un phénotype dentaire et visuel très précis. Les loups n'ont pas les yeux rouges, n'ont pas les yeux noirs, n'ont pas une arcade zygomatique aussi large que celle de la bête. Oui, puis il faut ajouter que les témoins de l'époque connaissaient les loups. C'était des animaux qu'ils savaient reconnaître. Donc quand il y a eu les attaques de la bête, tous les documents d'époque disent ce n'est pas un loup. Tous. C'est quand même troublant. Moi, je veux quand même prendre un peu le contre-pied de tout ça. On a quand même quelques documents qui nous parlent de loup dans l'affaire de la bête. C'est bien ça le problème. Hein. Comme l'a dit Pierre-Antoine, la plupart des témoins nous disaient ça ressemble à un loup, mais un loup bizarre. C'est en gros ce que disaient les témoins. Et on a un document notamment qui date du 17 avril 1767, j'ai là sous les yeux. C'est une attaque qui a eu lieu en Lozère actuelle. Et il y a le syndic Lafont, c'était une sorte de sous-préfet qui allait enquêter. Alors il a interrogé les gens qui ont vu l'attaque, les témoins de l'attaque, et qu'est-ce qu'ils nous disent ces témoins? Ils nous disent, il s'appelle le Chalet, celui qui a vu l'attaque de la bête. Il la considéra très bien et sans frayeur. Cet homme n'en paraît pas pour lui-même susceptible. Déjà, c'est quelqu'un apparemment qui tenait la route, qui raconte ça. Il me dit avoir eu tout le temps de la bien observer et avoir bien remarqué que ce n'était autre chose qu'un gros loup. Un gros loup.
qui avait le poil très long, ce poil rougeâtre sur les côtés, et gris clair au col et sous le ventre. Il était très fort sur le devant, le frottait sur le derrière, et il y a une bande noire sur le dos, comme l'ont presque tous les loups. Ça, c'est la bête qui a attaqué. Après, un peu plus loin, il dit qu'il a vu une autre bête avec, plus petite. Donc, il l'a décrit aussi. Elle sortit du bois, celle-ci, elle fut reconnue être pareillement un loup, moins grand que le premier, ainsi que me le certifia celui à qui il appartenait cet agneau. Cette deuxième bête a bouffé un agneau, apparemment, elle n'a pas bouffé un gamin. Tandis que la première avait attaqué un enfant. Voilà, donc on a quand même quelques témoignages qui mettent en cause le loup. C'est bien là la difficulté, c'est qu'on n'a pas de témoignages qui nous disent absolument c'était ça et pas autre chose. Il y a La pas de plupart loup des roussard, témoins hein. disent bien ça ressemble à un loup, mais pas à un loup, mais à un loup bizarre. Mais on a quand même 2 ou 3 témoignages, notamment aussi les envoyés du roi qui ont reconnu des traces de loup. Alors après, entre traces de loup dans notre grand canidé, il n'y a pas de grande différence, c'est sûr. Il y a des différences sur les traces fondamentales entre le loup et le chien, mais on ne va pas débattre là-dessus. Par contre, il n'y a absolument aucun loup, aucune sous-espèce de loup. Il y a 26 sous-espèces de loups à travers le monde. Et en Europe, à cette époque-là, il n'y a aucun loup qui peut avoir une robe de couleur roussâtre avec une tache blanche en forme de cœur sur la poitrine. Le seul loup qui s'approche d'un loup qui serait roussâtre, c'est le loup du Nouveau-Mexique et du Mexique, et il se trouve en Amérique du Nord. Alors, oui, moi je vais embêter tout le monde parce que je ne suis pas historien, je suis sémiologue. Voilà, j'ai pas fait d'études d'histoire, j'ai pas de diplôme d'histoire, mais de sémiologie, qui est l'étude des signes et des langages. Et j'ai un peu de mal à croire et à expliquer de façon scientifique les témoignages de l'époque. Voilà, je ne crois pas vraiment aux témoignages de cette époque-là. Déjà, quand on parle de bête du Gévaudan, quand on dit la bête au XVIIIe siècle, ce mot n'a pas la même signification qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on entend la bête du Gévaudan, on se dit ah, la bête, qu'est-ce que c'était comme animal? Alors qu'à cette époque-là, la bête signifie le diable. Et aujourd'hui, pour parler de cette histoire, comme la vivaient les gens de cette époque, on devrait plus employer le nom le diable du Gévaudan. Alors, c'est-à-dire qu'on peut lier ce fait voilà, avec les croyances lycanthropiques de l'époque. Voilà, tout à fait. Et ça serait étonnant que ce soit un loup ou une meute de loups, car il y aurait sûrement beaucoup plus de ravages chez les animaux d'élevage, que chez les gens, quoi. Voilà. Et je ne pense pas que ça a été observé. Et le comportement aussi. Voilà, C'est-à-dire que si voilà. c'est un loup ou une meute de loup, quand même voir une créature qui traverse un troupeau de brebis pour se jeter sur la bergère et la dévorer, les têtes coupées, les corps séparés, les corps reconstitués, il y a beaucoup de choses qui ne collent pas avec l'animal sauvage qui se balade dans la nature. Donc c'est complexe. Ça, Et donc moi j'ai fait du collectage auprès de gens âgés pour mon travail au musée des croyances populaires, de discuter de toutes ces vieilles histoires fantastiques. Alors il y a des histoires de revenants, des histoires de loups-garous justement et tout. Et les gens n'avaient pas la même culture qu'aujourd'hui, n'ont pas la même explication du monde en fait. Moi il m'est arrivé, c'était à la fin des années 90, de discuter avec une dame qui a toujours vécu sur les plateaux du Mézin, une dame qui est décédée à l'âge de 104 ans, et qui me racontait par exemple que toute sa vie elle avait eu très très peur des feux follets, et que moi je lui disais les feux follets c'est du gaz naturel, ça vient de la décomposition de matière organique en sous-sol. Elle riait à tue-tête, elle riait aux éclats en disant que j'étais fou à l'idée de raconter des choses pareilles, que pour elle les feux follets c'était les âmes des morts qui n'étaient pas assez bons pour aller au paradis et pas assez mauvais pour aller en enfer. Et pour ne pas avoir de feu follet, il fallait faire dire des messes au curé pour le repos des âmes. Alors, c'est quelqu'un dans les années 90, bon, qui avait 104 ans. Alors, imaginez, au XVIIIe siècle, ce que voient les gens. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai du mal à prendre pour sérieux, scientifique, les descriptions que ces gens-là apportaient de la bête.
Alors justement, sur le microcosme particulier du Gévaudan, on y reviendra notamment avec les croyances de l'époque. On est quand même sur une région qui croit encore aux loups-garous, qui sont des croyances qui sont moyenâgeuses, qu'on est quand même au siècle des Lumières. Qui sont antiques, le loup-garou. Oui, oui, voilà, mais je veux dire, c'est une région qui reste isolée et on y reviendra après. Concernant le nombre de bêtes, alors il y a quand même des témoignages qui, comme disait Bernard, qui témoignent de plusieurs animaux et non pas d'un seul. Et meute ou pas, on a deux animaux qui sont abattus. Un en 1765 par Antoine, c'est ça, en septembre, et un le 19 juin 1767 qui met fin aux attaques. C'est ça. Tout à fait, oui. On a même 3 animaux principaux abattus, un par un garde. Alors on n'a pas beaucoup de documents sur celui-là, ça s'est passé en août 1765, avant le premier loup abattu par François-Antoine. Voilà, et là aussi ils nous ont dit c'est un grand loup qu'on a abattu. On a peu de documents là-dessus. Il est allé mourir dans un coin après, il a été blessé dans une première chasse. Après, on a le loup, donc le 20 septembre 1765, abattu par François-Antoine, envoyé du roi. Et en 1767, on a la bête abattue par Jean Chastel à la Soigne d'Auvers, le 19 juin 1767. Qui met fin aux attaques définitivement. Et après ça, les attaques s'arrêtent. Oui. Et après les 2 premiers animaux abattus, par contre, le nombre d'attaques diminue. Ça ne s'arrête pas, mais ça diminue. Pour l'année 1766, on n'a que 7 personnes de tuées par la bête. Vous allez me dire, ça fait déjà beaucoup, 7. Mais non, l'année d'avant, on en avait eu une 50aine. Donc les attaques diminuent. Ce qui me fait penser, ce n'est que mon humble avis, hein, ces animaux étaient sûrement en cause pour quelque chose. On parle aussi d'une bête qui a été tuée après celle de Jean Chastel par le garde-chasse Jean Terris. Oui, alors là, ils nous ont dit c'est la louve. La louve. Voilà, la femelle de Ça serait la femelle. Jean Chastel a tué un mâle. Ils avaient repéré qu'il y avait une femelle et des petits avec, comme la première fois d'ailleurs, hein, le premier loup tué par François-Antoine, c'était un loup mâle. Là aussi, il a chassé toute une famille, il a chassé la louve, les louveteaux. Il a essayé de détruire toute cette famille. Alors, y est-il parvenu? Bon, la louve a été tuée, c'est sûr, on a un document là-dessus. Il nous dit j'ai tué un louveteau, il y en a un autre qui a été blessé, qui allait mourir dans un coin. Mais bon, il n'a pas eu de certitude là-dessus. Parce que j'imagine aussi que les soldats de Duhamel ont tué un certain nombre de loups et que ça ne servait à rien. Alors, chaque fois qu'il tuait un loup, ben, il se disait c'est peut-être ça la bête, après tout. Surtout si c'était un loup très gros, plus gros que les loups qu'ils avaient l'habitude de voir. Eh bien non, c'était pas bon, puisque les attaques continuaient. Alors, D'après les archives et la comptabilité des loups tués dans cette période, c'est 1500 loups. Donc la première victime collatérale de la bête du Gévaudan, c'est les loups. C'est 1500. Il faut savoir qu'il y a une prime différente suivant que le loup est un louveteau, une femelle gravide ou un loup mâle. C'est ce qui permet aujourd'hui aux naturalistes de savoir qu'il y avait des naissances de louveteaux en juillet, en septembre, en octobre, en décembre, et pas seulement au mois de mai et au mois de juin. parmi les autres hypothèses sur l'identité de la bête, on a bien sûr l'intervention humaine qui revient souvent. Alors, fantasme ou pas, dogman, dresseur, serial killer, est-ce que ces hypothèses sont crédibles? Alors pour moi, elles sont naturellement évidentes. Si on est rationnel sur ce sujet, on ne peut pas considérer que l'affaire du diable du Gévaudan ou des bêtes du Gévaudan se résume à des animaux sauvages livrés à eux-mêmes. Non. Un peu de logique sur les faits nous amène, à moins de recourir au rasoir d'Occam, hein, vous savez, cette théorie de ce franciscain du XIVe siècle pour qui la meilleure solution c'est la plus simple, ça peut être tout à fait faux comme approche. Parce que oui, on peut dire c'est les loups, c'est simple, là ça fonctionne. Sauf qu'il y a plein d'aspects dans l'affaire qui ne collent pas. Après, on peut dire, ah oui, mais non, c'est une bête qui vient d'Afrique, qui s'est échappée d'un parc seigneurial. Bah, là aussi, ça ne colle pas. Sûrement que les bêtes étaient des hybrides, là, je suis d'accord avec toi, Bernard. Donc, c'était entre chiens et canidés. Mais ce qui me paraît évident, c'est leur comportement extrêmement agressif et tourné vers des jeunes bergères et des jeunes garçons. Ou comportement familier. Et un comportement familier et très rusé, comme si elles étaient douées d'intelligence diabolique, quoi. Je comprends qu'à l'époque, ils y aient vu la présence du diable. Les théoriciens du complot, parce qu'il y a plusieurs théories du complot, hein. Il y a la théorie d'une jeunesse décadente, il y a la théorie des Chastel, qui serait animée par des vils sentiments. C'est une théorie qui pour moi ne tient pas, parce que quand les Chastel sont en prison, la bête elle sévit. Donc c'était pas eux qui étaient derrière ça. Et la théorie de Morangiès, qui a un certain vent en poupe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des documents d'archives qui sont sortis qui montre qu'il avait une énorme désir de revanche et de vengeance par rapport au roi Louis XV.
Mais ça encore, c'est une piste. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ces bêtes qui se ruent pour... Et puis attends, des victimes décapitées, il y en a une quinzaine. Des corps démembrés et reconstitués, ostensiblement. Quand j'en parle à Jean-Claude Bourré, il dit « Oui, mais c'est un paysan sadique qui est passé par là, qui s'est amusé avec les dépouilles des victimes. » C'est encore du rasoir d'Occam à 2 balles, quoi. Je suis désolé, si une fois je veux bien, mais il y a eu plein de fois. Donc il y a besoin d'essayer de trouver des clés d'explication, de solutions un peu plus complexes. Alors tiens, par exemple, sur la décapitation, Manuel, est-ce qu'un loup peut décapiter une tête humaine? Ah oui, sans Bien sûr. problème. Moi, je vais revenir sur ce qui vient d'être dit. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette période historique, la chasse au loup rapporte de l'argent. Et les paysans de l'époque n'avaient pas les moyens, ceux qui étaient autorisés à chasser le loup, d'avoir des chiens fin lignés comme l'Is d'Orade, qui sera prêté par le royaume de Germanie de l'époque à François-Antoine pour la chasse de son loup. Donc ce qu'ils font, c'est très important, ils vont croiser un chien qu'ils ont à la ferme avec un loup. Il n'y a que 2 techniques pour le faire. Soit on attache une chienne dans un bois en chaleur et elle est servie par un loup, et on récupère la chienne et on va avoir un hybride pour aller chasser le loup. Soit on va, dans la même période que la chienne met ses petits dans la ferme, chercher un louveteau dans une lovière. Et les gens de l'époque savent où les louves mettent bas. Le but de ces gens-là, c'est d'avoir un animal hybride qui n'aboie pas, qui est un croisement de loup et de chien, et d'aller chasser le loup pour la prime. Il faut comprendre que c'est l'origine de ce phénomène de chasse au loup primé qui va faire naître des animaux hybrides dans tout le royaume de France, comme la bête de Champagne, qui est une bête du Gévaudan bis en Champagne, qui va être tuée au bout de 3 victimes. Elle va faire 3 victimes, et puis ça va s'arrêter là. Alors pourquoi moi je suis sur une théorie un peu différente, qui est assez simple, c'est qu'à partir du moment où vous avez un animal hybride, que vous avez obtenu, comme je l'ai décrit à la ferme, pour aller chasser le loup et obtenir des primes. Cet animal, à l'époque, il n'était pas dressé dans la douceur, il était dressé dans la violence et parqué dans une cage. Cet animal-là, quand vous le lâchez à la chasse au loup, si vous l'avez dressé dans cette violence immense, soit il vous revient, soit il décide de recouvrer sa liberté. Et si cet animal décide de recouvrir sa liberté, vous allez avoir un animal qui va chercher à se venger de ses mauvais traitements. Parce que chez les animaux sauvages, les mauvais traitements humains peuvent conduire à des comportements de revanche sur l'espèce qui les a mal traités, c'est-à-dire l'homme. Nous avons des cas, par exemple, de grizzlies en Amérique du Nord qui vont tuer un chasseur dans un groupe de chasseurs 2 ans après que ce chasseur ait tiré une balle sur ce grizzly. C'est l'analyse balistique des armes de ce dernier, qui en a été victime, qui va le prouver. Et pour moi, la bête du Gévaudan, c'est un animal qui a échappé à un chasseur de loups et qui a cherché à prendre une revanche. Les femmes et les enfants de l'époque étaient de petite taille, de faible constitution. Les enfants de 12 à 14 ans faisaient la taille et le poids de nos enfants de 6 ans. Les femmes faisaient en moyenne 1,50 m. Elles étaient frêles. La nourriture était sans viande. Les gens étaient très mal nourris. Le fait qu'on ait eu des victimes dont la tête a été séparée du corps, ça n'a rien d'extraordinaire. Alors une petite À cause nuance. du poids. Je termine sur un fait très précis, c'est que la victime, la petite Malige, le 22 octobre 1764, elle a la tête séparée du corps, et la justice de l'époque va s'emparer du dossier, et elle va traiter ce dossier. Et avec un chirurgien, ils vont constater que la tête a été séparée du corps, mais pas par un outil. C'est bien une mâchoire et des dents qui ont séparé la tête du corps. Et cette petite Malige, elle a 19 ans, mais il faut s'imaginer une jeune femme qui fait 1,50 m et qui doit peser dans les 38, 39, 40 kilos. Et là, un grand canidé qui est un hybride de loup et de chien a la puissance au niveau de la mâchoire pour séparer la tête du corps. La pression au centimètre carré chez le loup, c'est 150 kg. Chez le berger allemand, c'est 75 kg. Donc un hybride, il va être entre les deux et c'est possible. Juste une petite nuance, excuse-moi, je te donne la parole tout de suite vers là. Pour en avoir discuté avec un dresseur, c'est que le loup ronge le cou. Et les traces ne sont pas les mêmes. Or, il y a des têtes qui étaient tranchées nettes. Alors, certes, il y en a qui relèvent de ce que tu dis, j'en doute pas une seule seconde. Ton interprétation est très intéressante. Mais il y a eu aussi des cas bizarres, c'est tout.
La nuance, Bernard, c'est quel Alors, bizarre. moi, bon, déjà, je suis très d'accord avec ce que dit Manuel. La théorie de l'hybride tient tout à fait la route. Et pour ce qui concerne l'intervention humaine, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas pour 3 raisons. La première raison, et sûrement la plus importante, c'est qu'il n'y a aucun document d'époque qui parte là-dessus. Moi, on n'enlèvera pas de l'idée que s'il y avait eu un homme derrière la bête, à un moment, ça aurait été dit, rapporté, vu, observé, etc. La deuxième raison, c'est que la plupart des théoriciens qui partent sur cette idée-là, ils nous disent, on a compris, c'était un vaste complot de la noblesse locale pour mettre en difficulté le roi Louis XV. Bon, ben écoutez, je suis désolé, c'était ça, ça n'a pas fonctionné. Hein. Le roi Louis XV, il n'a pas du tout vacillé sur son trône. Il est resté bien en place, il est mort en 1774 dans son lit de... En quoi ça le met en difficulté? Alors, ça le met en Ah ben, difficulté. ça aurait pu le mettre en difficulté, parce que la bête du Gévaudan, il y en a eu plein d'autres. On dit qu'on en est fiers. Mais bon, il y en a eu d'autres qui ont été tout aussi meurtrières. Alors, doit-on supposer que chaque fois c'était un homme qui essayait de faire vaciller le pouvoir royal? Ça me paraît compliqué. Alors justement, Mais surtout ça. ouais, et j'ai une question pour toi, Patrice. Que ça avait continué après la Révolution. C'est-à-dire que, par exemple, la bête d'Orléans, c'est en 1812, quelque chose comme ça, 1813, quelque chose comme ça, qui était décrite avec des écailles, avec 2 queues, une pour saisir, l'autre pour tuer, avec un visage presque humain, avec des cornes de vache, mais que ça continue, ces histoires de bêtes, après la Révolution. Donc, Alors justement, est-ce que on va venir... ouais. La dernière bête, je crois, qui a sévi, c'est ce qu'on a appelé la bête des Cévennes, dans les années 1840, si j'ai bonne mémoire. oui, tout à fait. Oui, C'est quelque chose comme ça, dans le sud de Lozère, nord du Gard. elle était considérée comme terrible car elle attaquait les paroissiennes à la sortie de la messe. Oui, et bon, là, on a des documents qui sont assez précis là-dessus aussi, comme pour la bête du Gévaudan. Et on a des rapports de préfets, parce que souvent ce que reprochent certaines personnes, ils disent vous avez que des rapports de curés, les curés diabolisaient le loup. Bon, peut-être, moi je veux bien, mais pour la bête des Cévennes, puisqu'on était après la Révolution, l'administration avait été mise en place un peu comme de nos jours, donc on a des rapports de gens qui sont là officiellement, des préfets, des sous-préfets, etc. Et donc on a des choses très précises là-dessus. Alors justement, la prochaine question, parce que vous divinez petit à petit, c'est super, vous anticipez les questions. Politiquement, tu viens de le dire, Bernard, il y a eu plusieurs cas de bêtes dévorantes. Qu'est-ce qui fait que politiquement la bête du Gévaudan, que ce soit à part et qu'on en ait autant parlé que les autres? Alors moi, je vais me faire l'avocat des points de vue marginaux, parce que moi, rechercher la vérité, c'est parfois aller ailleurs que dans les chemins battus et rebattus. Il est évident que cette affaire, elle est exceptionnelle, non seulement en termes de nombre de victimes. Je suis étonné de ce que tu dis par rapport à d'autres bêtes ailleurs, parce que quand même, le record, pour moi, il est dans le Gévaudan. Non, justement, c'est la bête de Touraine, je crois, qui en a fait le double, c'est ça, Bernard? Mais en combien de temps? La bête du Lyonnais peut-être, non? Bon, enfin, qu'importe. En tout cas, c'est la bête unique. La réponse est dans l'intitulé. Est considérée comme bête dévorante, la bestia, la hyène de Touraine. Dans l'affaire de la hyène de Touraine, c'est pas un seul animal, c'est le chapitre qui est titré comme ça. En fait, en Touraine, ils vont mettre fin à une tuerie énorme, bien supérieure à la bête du Gévaudan, mais les coupables, c'est 9 loups. Et tant que ces 9 loups anthropophages ne sont pas tués, la bête de Touraine sévit. Mais c'est le document qui est titré bête de Touraine, mais en fait, il s'agit de 9 loups. Donc, dans le cas particulier de la bête du Gévaudan, on est dans un cas où il s'agirait que d'une seule bête. Et je terminerai avec un détail précis, c'est que les lions mangeurs d'hommes en Afrique, ou les tigres du Bengale mangeurs d'hommes, c'est 15 à 40 victimes maximum. Et elle est là, la gloire de la bête. C'est qu'on arrive à 72 victimes officielles, grâce aux travaux de Bernard Soulier, que les travaux sur les victimes de la bête, très précis, c'est grâce à Bernard. 78, donc tu me trompes. On peut faire Mais confiance. ça, c'est important, parce que le lion mangeur d'hommes tué en Afrique par un ingénieur, c'est 40 victimes, et le Bengale, c'est 15 victimes. Ils font leur première victime sur les terrains de croquettes, qui sont dessinés par les Anglais dans la Donc c'était une formule, hein, Voilà. la bête du Gévaudan. Si on c'est peut ça revenir à ta question, qui est très intéressante. Pour moi, accuser un animal sauvage, même animé de ressentiment vis-à-vis de l'homme, je suis désolé, ça ne tient pas la route. Le roi Louis XV, le bon roi Louis, qui était détesté sur la fin de sa vie, on est au sortir de la guerre de 6 ans, qui a ruiné la 7 ans, pardon, qui a ruiné la France, qui a été une catastrophe, une première guerre mondiale pour l'époque. On perd le Canada, on perd Et l'Inde. les chiens de guerre, c'est une tradition militaire. Même Napoléon va s'y mettre.
il va y avoir des entraînements de chiens qui sont là pour tuer. Ça ne remonte pas qu'aux Romains, ça s'est continué bien après. Et donc ces animaux, c'est des machines de guerre. Quand on disait qu'il y a eu des bêtes tueuses, quand même bizarrement, c'est des endroits où il y a effectivement des seigneurs qui ont des parcs d'animaux sauvages et qui ont des véneries importantes. Et qui avaient tous une certaine indépendance, pour ne pas dire autonomie, c'était pas la fronde, mais enfin quand même, ils n'aimaient pas forcément le roi. Alors la théorie de ceux qui disent que c'était pour humilier le roi de France, elle tient quand même un peu la route. Dans le fait, on trouve des documents d'archives qui montrent que le comte de Morangiès a une lettre de réponse de son père qui lui dit « Je t'en conjure, mon fils, ne mets pas ton plan à exécution. Si tu m'aimes, ne mets pas ton plan à exécution. » Quel plan donc? Quel plan? Et surtout, il parle d'un plan sanglant. De quoi il parle? De son père à son fils. Ce document est aux archives de Mende. Hein. Donc, je l'ai là. Alors, donc, je termine mon propos. tout à l'heure. Très bien, il est consultable pour tous ceux qui veulent. Donc ça montre bien qu'il y avait bien un arrière-plan politique dans cette affaire. Maintenant, bizarrement, on envoie une armée, la bête elle continue. On envoie le meilleur louvetier du royaume, la bête elle continue. On envoie un vieillard de 70 ans, perclus de rhumatisme, qui va avec une petite équipée. Antoine. Et là, en 3 mois, donc monsieur Antoine, qui était un ministre de Louis XV, et là, bizarrement, on sort un loup des chasses, et puis on dit que tout est terminé. Comme par hasard, Morangiès s'en va et quitte la région. Et puis effectivement, il y a une accalmie qui ne dure pas très longtemps. Ça reprend l'hiver d'après. Beaucoup moins, parce qu'il y a probablement beaucoup moins de bêtes. Il en reste encore moins une. Donc ça pose des tas de questions. Moi, je veux juste attirer votre attention. Je n'ai pas la vérité sur cette affaire. Mais il n'y a qu'une chose que je sais. Et ça, je cite Emmanuel Kant, qui définit l'intelligence. On mesure l'intelligence d'un individu à la quantité d'incertitudes qu'il peut supporter. Puis il y a une autre citation que j'adore, elle est de Nietzsche. L'homme aime la vérité quand elle sert l'histoire, mais il préfère toujours le mensonge quand il sert la vie. Bon, c'est vrai que l'affaire de la bête du Gévaudan, elle arrange beaucoup de monde. Hein. Donc si on se ment un peu les uns les autres, mais qu'on maintient un mythe, c'est porteur. Mais si la vérité demain, elle est clos, et qu'on a enfin une explication, et je crois qu'on n'en est pas très loin, de savoir vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, peut-être qu'il y en a qui vont résister, parce que ça met en cause peut-être 15, 20, 30 ans de recherche comme Jean-Claude Bourré, ou d'autres vont résister, parce que, attendez, si notre fameuse bête, c'est finalement pas ce qu'on pensait qu'elle était, quel dommage, hein. Bah oui, il y a une légende qui s'effondre. Donc pour autant, moi je ne sais pas quelle est la vérité, mais je suis ouvert à toutes les pistes. Et je pense qu'il y a des pistes qui sont sérieuses. La présence de l'homme, pour moi, je ne sais pas quelle présence de l'homme, mais je pense qu'elle est évidente. Maintenant, elle peut être de différentes formes. Alors justement, sur le marquis de Morangiès, parce qu'il est souvent accusé, Bernard. D'ailleurs, dans le Pacte des loups, alors de loin, pour parler du scénario, mais c'est un peu le coupable. T'as le document sous le nez, je crois, Bernard. Alors, ces fameuses lettres de Morangiès, qui sont aux archives de Mende, effectivement elles y sont, elles datent déjà de 1758, 9 ans avant le début de l'affaire. Hein. C'est des tout petits morceaux qui sont pris dans ces lettres, et on ne sait pas de quoi il parle. C'est bien ça le problème. Hein. Mon père est venu hier de la campagne, il n'a pas reçu les lettres, etc. Il m'a paru extrêmement peiné de la précédente, une lettre qui avait été écrite avant. Il craint que vous preniez à son occasion quelques parties violentes. Et cette crainte redouble encore le chagrin, vous met sa situation, etc. Ça, c'est la deuxième lettre. C'est celle d'Alexandre de Molette de Morangiès, grand vicaire d'Auxerre, De son frère. à son frère Jean-François C'est son frère, mais c'est celle du père. Il y a celle du père après, j'ai là aussi, lettre de Charles de Molette, donc le père de Jean-François Charles. Je suis très fâché, mon fils, des parties violentes dont vous m'avez parlé dans vos lettres. Je ne suis que trop persuadé de votre sensibilité à ma disgrâce. Donc il a été disgracié par le roi à cette époque, hein, le père. Votre tendresse pour moi m'est trop connue pour en pouvoir douter, j'en suis vivement touché, et vous augmentez mes chagrins en me marquant ainsi votre attachement, etc. C'est bien assez de mon malheur, sans que je fasse encore le vôtre, et celui de ma famille, les temps peuvent changer, et vous ne serez pas si malheureux que moi. Voilà ce qu'il dit. Alors, on ne sait pas de quoi il parle exactement, on ne sait pas quels sont ces fameux partis violents qui se proposent de prendre, ça peut être tout, n'importe quoi, et son contraire. C'est vrai que le document ne parle pas directement. Alors le J'ajoute document... un détail, c'est que dans l'année 66, dans l'année 66, Morangiès, par sa comptabilité, on sait qu'il n'est pas en Gévaudan de toute l'année. Et c'est quand même un personnage relativement misérable qui va être tué à coups de pelle par sa maîtresse. c'est loin, c'est pas vrai, Emmanuel. C'est loin d'une personnalité qui aurait l'intelligence de monter un complot de cette envergure-là. À l'époque, il est très jeune, il a 19 ans. Hein, Emmanuel, tu vois, là tu cites un fait qui est là, c'est sur Wikipédia, qui est complètement faux historiquement, puisqu'on a retrouvé l'acte d'essai du comte de Morangiès. Et ça, c'est un point que je voulais dire.
Ce qui rend compliqué l'affaire du Gévaudan, c'est une sorte de perturbation d'un mouvement brownien lié à Internet, où tout le monde se fait des copier-coller, et ça se retrouve même sur Wikipédia, et où d'ailleurs le premier qui a montré l'exemple, c'est Albert Chevalet, hein, quelque part, et donc on prend pour des vérités historiques des choses qui ne sont absolument pas attestées par des documents. Alors il est mort comment, c'est pas pour un coup de pelle? Ah bah là, il est mort pitoyablement, il a été effectivement tué par des gredins dans la rue. Enfin, c'est dans l'acte de décès, hein. C'est marqué. Je peux vous donner la source, on l'a. Donc, néanmoins, ça a été écrit par une romancière, puis après, ça devient des vérités. Et ça, c'est un problème dans l'affaire du Vaudan. Il faut s'en tenir au texte. Je suis d'accord avec toi, il faut s'en tenir aux archives, aux témoignages d'époque, que ça. Mais rien qu'en s'en tenant qu'à ça, franchement, on arrive à des conclusions qui disculpent le loup en tant qu'animal sauvage livré à lui-même. C'est évident. C'est un hybride, c'est évident. Mais pour moi, c'est un hybride dressé. Patrice, Morangès ou pas Morangès? Morangès, pas Morangès, alors je ne sais pas. Est-ce que ça tient la route pour On toi? a toujours dans cette histoire de la bête du Gévaudan, quand c'est la mode des complots, c'est un complot, quand c'est la mode des tueurs en série, c'est un tueur en série. En ce moment, c'est la mode de la génétique. Donc, on va avoir des ouvrages qui sortent en disant c'est une résurgence génétique. Oui. C'est l'hypothèse de Pierre Guiteau, etc. d'ailleurs, dans son dernier Voilà. roman sur la Donc, dévoreuse. Rasoir de canne de plus. Oui, voilà. On a toujours tout un tas de théories, mais moi je voulais en revenir à ta question, qui je rappelle était pourquoi est-ce que cette bête du Gévaudan reste la plus célèbre et de très loin aujourd'hui vis-à-vis des autres. Alors Bernard saurait sans doute mieux en parler que moi. Est-ce que cette bête n'a pas été la plus médiatisée déjà de son temps? Oui, oui, tout à fait. Et pourquoi? Ça va jusqu'au On a Canada, été je crois. Hein. extrêmement médiatisé à l'époque. Ça s'est trouvé à une époque où la presse a pris pas mal d'importance, la presse écrite, hein, bien entendu. Il y a eu notamment le Courrier d'Avignon, qui s'est beaucoup développé à cette époque-là, avec son directeur qui s'appelait François Morenas. Et lui, il voulait absolument... Bon, c'était un journal qui était publié dans l'enclave papale d'Avignon, donc qui n'était pas soumis à l'autorité royale, comme la Gazette de France. Donc, ce François Morenas, lui, il a profité de l'histoire de la bête pour vendre du papier. Tout simplement, dans toutes ses parutions, le Courrier d'Avignon, il paraissait 2 fois par semaine, je crois, ou une fois, je crois que c'était 2 fois par semaine. Et à chaque parution en 1765, quasiment, il y avait un épisode sur la bête du Gévaudan. Alors, par contre, ce qui est raconté dans les journaux, ce ne sont pas des documents fiables au niveau historique. C'est parce que, si vous voulez, les journalistes, ils n'allaient pas sur place à l'époque. C'était les gens lettrés du coin qui écrivaient aux journaux. Et la plupart des articles, d'ailleurs, commencent par « on nous écrit de Marne, on nous écrit de Soc ». Et après, il y avait tout un laïus sur la bête du Gévaudan, parce qu'à raconter les gens. Alors, tout ça, ça a fait monter la mayonnaise. Les gens en ont beaucoup parlé, tout le monde en parlait. Il y a les colporteurs qui se sont mis à vendre des complaintes, des gravures. Et tout un tas de gravures ont été faites à l'époque de la bête, et tout ça, ça a fait que ça a pris une ampleur médiatique assez inédite. Voilà. Donc, Tout à l'heure, excuse-moi, juste te donner la parole. Tout à l'heure, tu posais la question en quoi le roi Louis XV pouvait être gêné par ça. D'abord, ça a duré 3 ans, il a envoyé tout ce qu'il pouvait avoir de meilleur pour combattre la bête, ça n'a pas marché. Et à Londres, comme en Allemagne, les journaux, Louis XV, c'était la risée. On se moquait du roi de France qui passait pour le plus grand chasseur d'Europe, autant dire du monde. Donc là, l'humiliation, elle était, la vengeance, si elle existe, cette théorie, hein, je dis bien que c'est une théorie, elle avait son sens. Voilà. alors, est-ce que c'est vrai que les journaux anglais représentaient le roi de France debout sur un tabouret, alors qu'il avait peur d'un chat qui miaulait, Oui. en disant image de la bête du Gévaudan? Je ne connais pas cette image, mais c'est vrai qu'il y a un journal anglais qui s'est ouvertement moqué du roi de France, et les Anglais, c'était pas bien nos copains à l'époque. Hein. Donc, Les Allemands non plus, les Saxons, enfin les Russes aussi. Ouais, ce journal anglais, donc, il a écrit en gros que le roi de France était confronté à cette bête du Gévaudan, qu'il était incapable de s'en débarrasser, et que le lendemain, qu'un jour, la bête avait tout simplement dévoré toute l'armée royale, et le lendemain, elle avait été vaincue par une chatte dont elle avait Après, poussé les chatons. certains, C'était de l'humour anglais. Hein, mais... certains en ont profité pour aussi le critiquer. Et c'est pas forcément lié à un complot, ce que je veux dire. J'aimerais C'est juste que... humilié, c'est Le fait que le roi ait été gêné par l'affaire de la bête, c'est tout à fait véridique. Oui, oui. Parce que le porte-arquebus du roi
François-Antoine, c'est pas le meilleur chasseur. Le François-Antoine, c'est un porte-arquebus. C'est une fonction qui a été créée pour éviter aux princes de sang, lors de l'achèvement d'un cerf, où on achevait le cerf avec une dague, d'être blessé ou tué par le cerf. Donc il prépare l'arme du roi, et il connaît le roi depuis son adolescence. François-Antoine, c'est une sorte de Barbose du roi. Quand le roi a une maîtresse en Europe, c'est lui qui va aller lui porter des bijoux ou une lettre, etc. Et quand il l'envoie pour truquer sa chasse aux chasses. Il n'y a que tous les intervenants dans l'affaire de la bête du Gévaudan, ils arrivent, que ce soit Duhamel, que ce soit le Dunval, le louvetier, à la belle saison, mais à la mauvaise saison, on ne peut plus chasser. Et le porte-arquebus du roi, il va mettre en place une chasse truquée qui était très simple. Et ça, c'est méconnu de la plupart des historiens. C'est qu'en France, quand le roi invitait des princes et des seigneurs ou des rois étrangers, il truquait ses chasses. Et il avait un service qui s'appelait le service des toiles. C'était des tableaux avec des figures géométriques de couleurs, de manière à ce que des valets orientent le plus beau cerf en direction du roi Louis XV. Et puis un cerf un peu moins beau, avec des corps moins fournis, en direction de son invité, etc. Et dans l'affaire du porte-arquebus du roi, on voit bien qu'il est accompagné que quand même de 40 gardes-chasse royaux et du meilleur garde-chasse du duc de Penthièvre, qui est le meilleur chasseur de France. Et qui c'est qui tue ce gros loup aux chasses? C'est pas des jeunes hommes qui travaillent pour le duc de Penthièvre ou pour le roi comme garde-chasse, c'est lui qui a 70 ans et qui est perclus de rhumatisme. Et c'est son neveu, son propre neveu Rinchard, au service du duc de Penthièvre, qui va achever ce loup qu'il a manqué puisqu'il le tire dans l'œil. Donc cette chasse aux chasses, elle est truquée, et le loup a été apporté, et point barre. Effectivement, je donne raison à mon cher ami, à ma gauche, Louis XV est vraiment perturbé par cette affaire de la bête du... Parce qu'il est la réside de toute l'Europe, et on parlera de la bête dans des journaux jusqu'en Australie et à Chicago aussi. Ouais. Et alors, je voudrais juste ajouter un mot par rapport à quand tu utilises le mot barbouze. C'était peut-être une barbouze, mais diplomate. Oui, et à la différence des Duhamel et des autres qui l'ont précédé, lui, il va faire le tour des seigneurs, il va donner de l'argent pour les paroisses, il va se montrer très obséquieux, et je suis tout à fait d'accord avec toi, ça va être un traitement politique de l'affaire. Tout à fait. Le roi va décider, bon, ça va s'arrêter, mais lui, il a compris, parce que c'était un diplomate, il a compris que c'était pas des simples bêtes livrées à elles-mêmes. Et donc, il va faire quoi? La tournée de tous les seigneurs, on va exhiber une bête à Versailles, en disant, voyez, elle est tuée, maintenant on n'en parle plus. Et on ne va plus l'entendre parler. Je suis désolé, le temps presse en avance. Bernard, sur cette chasse truquée de septembre 10. Alors moi, non, je ne crois pas trop à la chasse truquée. Bon, je me trompe peut-être du tout. C'est tout simple, là aussi. S'il avait vraiment truqué sa chasse, François-Antoine, une fois qu'il a eu tué ce loup qu'il a envoyé à Versailles, il a attendu pendant 1 mois et demi dans le Gévaudan. Il risquait fort bien d'être confronté à de nouvelles attaques. À mon avis, s'il avait truqué la chasse, il aurait plié bagage, il serait parti tout de suite. Mais pas justement s'il a négocié la paix. Pas s'il a négocié l'arrêt. Ben oui, si on prend l'intervention humaine. Ben, c'est pas question de croire. Moi, je suis pas dans la croyance, je crois en rien. Justement, mais j'attends de trouver un document. Justement, les faits que tu avances, Bernard s'appuie, c'est quand même ça, on peut lui reconnaître ça, il s'appuie sur des documents. Effectivement, on s'appuie sur des documents pour avancer des faits historiques. Sur ce que tu dis là, est-ce qu'il y a des documents qui prouvent matériellement que cette chasse aurait été truquée? Est-ce qu'on a des traces de ça? Alors, moi, il y a 2 choses qui m'étonnent dans cette chasse. Alors, je parle sous le contrôle des historiens. C'est que j'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, Bernard le confirmera ou pas, que la lettre que les chasseurs de François-Antoine envoient à Versailles en disant « on a tué la bête », eh bien cette lettre serait datée de la veille de la chasse. De la fête de la chasse. Oui, de la date de la chasse. Comme si c'était prévu, et qu'ils envoient la lettre au roi, c'est bon, on a tué la bête, et ils le font le lendemain. C'est même plus simple que ça. Et, la lieue en Gévaudan, elle est de 4,5 km à cette époque-là, et la lieue nationale, enfin pas nationale, c'est pas une nation, du royaume, c'est 8 km environ. Il est au château du Bessay, et il va prétendre qu'il va chasser sur des témoignages une bête aux chasses. Il prétend qu'elle est à quelques lieues de là, à 5 lieues du Bessay. Si on se réfère aux 4,5 km de la lieue locale, ça laisse entendre qu'il va chasser vraiment la bête tout près de là, à quelques kilomètres. En réalité,
Les chasses, c'est à 40 km. C'est à 5 lieux officiels, à vol d'oiseau. Comment ça se fait que cette chasse de la bête organisée par François-Antoine s'organise aussi loin du lieu où la bête attaque les villages du Bessé, de Nozérolles très régulièrement. Et c'est bien parce qu'elle attaque le village de Nozérolles à la fin de l'affaire que le fils du marquis d'Apcher, qui a 17 ans, qui veut se glorifier de tuer la bête, va fournir des flambeaux, du matériel pour poursuivre la bête et voir à quel endroit elle se rembûche, c'est-à-dire où elle se cache, et où elle va être tuée tout proche, à Auvers, à la Sogne d'Auvers. Donc la chasse des chasses, il faut savoir qu'il faut se représenter ce que c'est 40 km à vol d'oiseau à cette époque-là. C'est l'équivalent de 200 km aujourd'hui, c'est des mondes très différents. Voilà. Donc la chasse des chasses, elle est très éloignée du secteur où la bête du Gévaudan sévit dans la dernière période. Je Et ça, pense c'est pas pas qu'il y ait normal. 40 km à vol d'oiseau, bon, il faudrait le regarder exactement. Il a- À mon avis, c'est un petit peu moins loin que ça. Et bon, encore une fois, bon, sur l'histoire de cette chasse qui aurait été truquée, eh ben, écoutez, bon, si on m'amène un document qui nous dit que, très bien, mais Alors, j'en connais pas. justement, en parlant de document, je suis désolé, le temps presse. Il a On a posé Erwan une qui a un super document d'archives à nous lire Je vais l'introduire quand même, son texte. sur le mandement de l'évêque de Mende, voilà, du 31 décembre Il faut 1764. savoir que dans cette période-là, le pape Clément XIII considère les loups dévorants comme l'incarnation du diable. Très important, pape Clément XIII. Alors que Monseigneur Choiseul-Beaupré, évêque de Mende, cousin du ministre des Affaires étrangères du roi, lui considère que la bête du Gévaudan, la bestia di Gévaudan, est le bras armé de Dieu. Il y a une contradiction et les deux extraits que va nous lire notre ami évoquent cela. Extrait du mandement de l'évêque de Mende pour ordonner des prières publiques à l'occasion de l'animal anthropophage qui désole le Gévaudan, 1764. La justice de Dieu, dit saint Augustin, ne peut permettre que l'innocence soit malheureuse. La peine qu'il inflige suppose toujours la faute qui l'a attirée. De ce principe, il vous est aisé de conclure que vos malheurs ne peuvent venir que de vos péchés. C'est là la source funeste de vos calamités, n'en doutez pas. C'est parce que vous avez offensé Dieu que vous voyez aujourd'hui accomplir en vous à la lettre et dans presque toutes leurs circonstances les menaces que Dieu faisait autrefois par la bouche de Moïse contre les prévaricateurs de sa loi. J'armerai contre eux, leur disait-il, les dents des bêtes farouches. J'enverrai contre vous les bêtes sauvages qui vous dévoreront, vous et vos troupeaux, qui vous réduiront à un petit nombre et qui, de vos chemins, feront un désert. À cause que la crainte que vous aurez de ces bêtes vous empêchera de sortir pour vaquer à vos affaires. Ils m'ont oublié, dit-il encore, et moi, je serai pour eux comme une lionne. Je les attendrai comme un léopard sur le chemin de la Syrie. Je viendrai à eux comme une ours à qui on a ravi son petit. Je leur ouvrirai les entrailles et leur foie sera mise à découvert. Je les dévorerai comme un lion et la bête farouche les déchirera. Bravo Erwan, on peut applaudir, c'est une très belle table ronde. Voilà. Le temps presse, on pourrait parler. Que plus loin dans le mandement, il interpelle la jeunesse du pays en disant, mais il s'adresse aux parents, en disant, mais rendez-vous compte ce qui se passe actuellement avec cette jeunesse qu'il apostrophe, qu'il désigne comme commettant des sacrilèges dans des lieux sacrés et bafouant la sainte foi. Et quand il parle comme ça, l'évêque de Mende, il ne parle pas des pauvres paysans qui ont du mal à survivre, hein. Il doit parler d'une jeunesse dorée, c'est laissé entendu d'ailleurs dans son propos. Alors il désigne qui et quoi. C'était intéressant ce passage. Alors moi je voulais parler de ça justement. Est-ce que cette lettre qui est lue à tous, est-ce qu'elle s'adresse aux paysans, hein, réellement, enfin dans la réalité, à qui s'adresse cette lettre? Est-ce qu'elle ne s'adresserait pas à la noblesse du Gévaudan, en sachant que l'évêque, Monseigneur de Choiseul-Beaupré, était toujours en guerre larvée contre cette noblesse. Et cousin par alliance du comte de Morangis. Alors, bon, le mandement, normalement, il s'adressait à tout le monde, hein, à tous les gens du Gévaudan. Bon, la bête du Gévaudan aussi, ça n'a pas concerné que le Gévaudan.
ça a concerné une grande partie de l'Auvergne de l'époque. Donc en Auvergne, le mandement n'a pas été lu. Par contre, dans le Gévaudan, les prêtres avaient ordre de le lire, de l'expliquer à leurs paroissiens. L'ont-ils fait? Mais sûrement, ils ont obéi à leur évêque. Alors, beaucoup d'auteurs disent « Oh, mais l'évêque, il n'est pas allé avec le dos du goupillon », ce qui est vrai. Il a quand même un peu malmené ses ouailles. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que par ce biais, il n'a fait que son travail d'évêque. Lui, il voulait que les gens reviennent dans le giron de l'Église, il voulait que les gens soient de bons chrétiens. Donc, il a utilisé ce fait de la bête du Gévaudan pour ramener les gens à la raison, en quelque sorte. Et ce n'est pas le seul exemple qu'on a dans l'histoire de France de mandements écrits par des évêques qui se sont servis de calamités naturelles ou autres pour remonter un peu les bretelles à ses ouailles. Hein. Ça a été repris d'autres fois. Merci Bernard. Rapidement, est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Je suis désolé, on est pressé par le temps parce qu'il y a une dernière conférence sur les loups-garous et les dames blanches juste après. C'était assez complet. On peut les applaudir. Franchement, c'était incroyable. Bravo à vous. On sent bien que c'est un sujet qui... Loïs. Oui. Moi, je ne suis pas concerné, hein, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un livre qui va sortir la semaine prochaine, qui est écrit par un dresseur, et qui s'appelle La bête de Gévaudan, le verdict du dresseur. Moi, ce livre m'a stupéfié, parce que c'est la première fois que je lis un livre qui fait une synthèse. D'habitude, on est toujours dans l'analyse, on s'enferme dans un couloir, c'est ceci, c'est cela. Lui, il fait une synthèse en abordant un aspect que je ne connaissais pas de l'affaire de la bête du Gévaudan, qui est l'affaire des frères Rodier. Et lui dénoue l'affaire du Gévaudan en montrant qu'il y a une intrication de 3 affaires différentes. L'affaire Rodier, qui étaient des enfants de meneurs de loups condamnés à mort sur place de Mende, l'affaire Morangès, dont on a parlé, et l'affaire Chastel, dont on n'a pas pu beaucoup parler. Il a la théorie de l'intervention humaine. Alors, c'est la théorie de l'intervention humaine, mais faite dans un esprit de synthèse. Et moi, j'aime la synthèse, car c'est souvent dans la synthèse qu'il y a la lumière de la vérité. Maxwell a montré que la lumière, elle était à la fois corpusculaire et ondulatoire. Je pense que dans cette approche de synthèse, il y a peut-être l'amorce d'une vérité sur le sujet. Alors justement, Les intervenants. mon micro marche plus. Les intervenants ont tous un stand, donc vous pouvez aller voir leurs ouvrages, leurs théories. Je vous laisse aller discuter après avec eux au salon littéraire. On est obligé d'enchaîner.